Salut tout le monde, c'est Sam the Bonnet Man pour le podcast de la review de WWE Battleground. Je dois donc vous prévenir tout de suite, vous l'avez peut-être lu sur ma page Facebook, je n'ai pas regardé le show en live parce que je devais me lever super tôt lundi matin et du coup vu que je devais bosser toute la journée, il fallait que je dorme un peu. Et donc du coup je me suis barricadé contre Facebook et le site de la WWE pour être le moins spoilé possible. J'ai pratiquement réussi. Et j'ai regardé le show, donc là cet après-midi je me suis fait à peu près 4 heures de catch. J'ai regardé Battleground en intégralité plus Raw en diagonale. Et donc je vais vous donner pas les résultats parce que vous les savez peut-être déjà. Enfin je vais quand même revenir un petit peu sur le déroulement des matchs qu'il y a eu au pay-per-view. Mais je vais surtout vous donner mon ressenti, mon analyse et ce que j'ai pensé en regardant le pay-per-view. Vous le voyez aussi certainement, j'ai toujours des problèmes pour enregistrer la vidéo et le son en même temps, donc pour faire ça proprement et rapidement, je fais juste le son et je vous laisse avec les screenshots que j'ai pris en regardant le pay-per-view. Et on va faire comme ça pour l'instant, tant que je ne règle pas ce problème avec mon ordinateur. Je ferai ça certainement dans la semaine prochaine, parce que là j'ai encore voilà, la dernière journée de repos que j'avais, donc j'en ai profité pour faire tout ce qui concernait le catch. Les autres jours je travaille comme un malade et donc du coup j'aurai pas vraiment le temps de m'occuper de mon PC, donc je ferai ça à partir de la semaine prochaine. Donc voilà pour la petite introduction et pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe en ce moment. Donc je vais enchaîner avec Battleground et on va commencer bien sûr par le kick-off. Donc commentateur habituel avec Renee Young, Booker T, Byron Saxton et Corey Graves. Il nous rappelait bien sûr que Ryback a donc été blessé, il a eu une saloperie au genou le lendemain d'Euro et donc du coup il était interdit de compétition pour ce week-end. Donc du coup pas de match pour le titre intercontinental face au Big Show et au Miz. Donc ça on le savait déjà, donc j'attendais un petit peu ce qu'ils allaient mettre à la place. Et j'attendais aussi d'ailleurs, tant que j'y pense, les autres matchs parce que je me disais qu'une carte avec 7 matchs dont un en kick-off ça faisait un petit peu short. J'en ai pas parlé dans la vidéo de prédiction, c'est vrai que je l'ai fait un peu rapidement, donc donc voilà, je tenais à préciser ça, ça me semblait que la carte n'était pas assez remplie. Donc Battleground, ça s'est passé la au Scott Rite Center à Saint-Louis dans le Missouri. Ça a son importance pour la suite du pay-per-view, je vous expliquerai. Bien sûr comme d'habitude on a eu tous les retours de toutes les promos pour les matchs qu'ils vont avoir pendant la soirée. On a eu aussi l'interview de Paul Heyman, le truc que présente Tom Phillips sur le WWE Network, hein, donc avec Paul Heyman. Ça avait pas grand intérêt parce qu'on parlait on a demandé à Paul Heyman je vais y arriver. La routine de Brock Lesnar pour se préparer pour un match, combien de suplexes pourrait Seth Rollins ce soir et qu'est-ce qui se passerait si Brock Lesnar perd, enfin bref, tout un tas de genres de conneries qui servent à rien parce que c'est des gens réels qui posent des questions à un personnage et c'est un peu couillon. Donc voilà. Je trouve d'ailleurs un petit peu dommage d'utiliser énormément les réseaux sociaux pour faire des promos. Alors je parle pas de Paul Heyman, mais je parle bien sûr de Ryback et du Miz, parce que Ryback il a annoncé qu'il était blessé via Twitter et le Miz a répondu via Twitter et ça se fait de plus en plus en ce moment, les superstars se répondent via Twitter et je trouve ça un petit peu couillon parce que du coup ça enlève de la promo qu'il pourrait faire à l'écran. Bon là c'est un mauvais exemple parce que Ryback bien sûr il vient pas se pointer en direct live dans un show pour dire qu'il est blessé et qu'il pourra pas concourir ce week-end. Mais ça fait un peu de pub pour Twitter et puis ça me gonfle un petit peu qu'on mette en avant tous ces nouveaux réseaux sociaux. Je dis pas que je suis contre, hein, je suis le premier à utiliser Facebook, donc voilà. Mais en soi ça me gonflait un petit peu. Le premier match qu'on a eu pour la soirée c'était King What's Up contre King Barrett pour un match qui s'appelait The Battle for the Crown, donc la bataille pour la couronne. Et donc on a eu une victoire de King Barrett. Le match était cool, mais ça aurait mérité un petit peu plus de créativité et de développement. Mais sinon, c'était un bon match. Hein, mais juste, pourquoi quoi? Pourquoi cette feud? Pourquoi, quelle utilité ça a eu pour les deux catcheurs? C'est quoi leur futur? Parce que la chose que j'ai dite et sur laquelle je m'étais fixé, c'est que ça aurait été dommage de faire perdre Artruth après toutes ces semaines de pseudo-rivalité avec King Barrett. Et ça aurait vraiment servi à rien. Après je trouve que c'est vrai que c'est un peu dommage, d'un certain point de vue ça aurait été un peu dommage d'enlever la couronne à King Barrett, surtout qu'il l'a mérité,
Mais du coup, ça a rendu les catcheurs tout en bas de la carte et je trouve ça un petit peu couillon, c'est du gâchis. Alors bon, je pense qu'Artrousse, on n'en entendra plus parler pendant un petit bout de temps. Peut-être que King Barrett va revenir un petit peu sur le devant de la scène. Pourquoi pas encore un titre intercontinental ou un titre US, j'en sais rien. Parce que bon, le tournoi de King of the Ring, c'est sympa 5 minutes, mais après, tout le monde s'en branle, quoi. Enfin, en tout cas, c'est mon cas, j'en ai rien à foutre. Donc après ça, on a eu bien sûr cette interview avec Paul Heyman, dont j'en ai déjà parlé, je vais pas revenir dessus. On nous a reparlé du début des divas de NXT à Raw. Alors ça, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler dans ma vidéo de prédiction. Donc il s'agissait de Becky Lynch, de Charlotte et de Sasha Banks, pardon. Et c'était une des meilleures décisions de l'année de la part de la WWE de faire ramener des divas de NXT dans le roster principal, parce que ce roster principal des divas a besoin j'ai failli dire de viande fraîche, et heureusement que non, parce que ça aurait été très négatif et très péjoratif pour les divas. Voilà, mais ça a besoin de nouveaux talents. Elle a besoin encore d'un second souffle, cette division diva, parce que Paige peut pas faire tout toute seule. Même avec toute la bonne volonté de Brie, Bella, Nikki Bella et de Naomi, ça suffira pas. Donc c'était une très bonne chose. Oui, bien sûr, pour King Barrett contre King What's Up, j'ai mis la note de 3 sur 5 pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. C'est que le match aurait mérité un peu plus de créativité et de mise en avant et de tout ça. Les gens étaient à moitié chauds et moi j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Donc voilà, c'est mon avis personnel sur ça. Le match, donc c'est terminé, il y a tout ce que je vous ai raconté. Et après, le show a enfin commencé et on a attaqué avec Sheamus contre Randy Orton. Oui, là, une bonne idée, c'est très bien, comme ça on en est débarrassé, parce que ce match, on avait, mais rien à foutre, mais d'une puissance. Donc le public qui se fout littéralement de la gueule de Sheamus en lui gueulant You look stupid, ce qui est absolument vrai. Je vous ai déjà parler de ce que je pensais du look de Sheamus avec sa crête et ses tresses dans dans la barbe, voilà. Beaucoup de chants pour Randy Orton, voilà. C'était à ça que je voulais en venir. Ça avait son importance de dire que le show se passait à Saint-Louis dans le Missouri, parce que c'est la ville d'origine de Randy Orton. Et pendant le match, il a été acclamé, mais d'une puissance phénoménale. Et c'était assez impressionnant. Et j'ai remarqué d'ailleurs, vous savez que je fais attention à tous ces petits détails à la con qui n'ont rien à voir avec le match en lui-même, mais Sheamus, j'ai vu qu'il avait un anneau dans le pif entre les deux narines. Je trouve ça absolument laid. Déjà qu'il avait l'air couillon, mais il s'empire. Hein. La prochaine fois, faudrait qu'il arrive carrément en kilt s'il veut carrément pousser le vice jusqu'au bout. Viens en kilt sur scène, Sheamus. Bats-toi en kilt, ça peut être très rigolo. Des chants RKO, vraiment le public qui se met vraiment dedans. Les deux hommes, ils ont fait un petit peu le tour de leur arsenal de prises. Le public était vraiment à fond pour Orton, mais le match c'était un peu trop long et trop lent. C'est un petit peu le souci qu'on a toujours eu avec Sheamus, c'est qu'il est un peu lent quand même. Mais voilà, la WWE voulait offrir un petit peu de Randy Orton à Saint-Louis, et c'est vrai que le match a duré quand même 17 minutes. Pour un match simple en début de show, ça peut être beaucoup. Mais voilà, en tant que téléspectateur, on n'a pas cet engouement qu'ont les fans live. Donc du coup, c'était un petit peu too much. On peut pas enlever que le match était a chauffé le public. Donc voilà. Alors si on prend le match en tant que tel, j'ai mis 3,5 sur 5. Bah voilà, parce que c'était bien rodé. C'est vrai que ça méritait un peu plus de vitesse. Mais 3 sur 5 c'est vraiment le maximum, hein, parce qu'après, voilà, comme j'ai dit, l'utilité, il n'y en a pas. En soi, je pense pas que. Enfin, oui, le match devait. Moi, ça avait rien à foutre en pay-per-view ce match-là, donc. Enfin, bref, je vais pas revenir dessus. Mais voilà, quoi. J'ai pas grand-chose de plus à dire sur ce match-là. Si ce n'est où en est la suite de leur rivalité entre Sheamus et Randy Orton. Parce que je m'attendais à une victoire de Sheamus, ça n'a pas été le cas, c'est Randy Orton qui a gagné. Et le but aurait été de renchaîner ça avec j'en sais rien, un truc à SummerSlam avec un vrai enjeu. Ça aurait été plus intéressant pour les deux bonhommes, mais ça n'a pas été le cas. Donc voilà. Après ce match-là, on a eu donc une interview de Stephanie McMahon par Jojo en backstage, qui a annoncé un match à 3 divas pour la soirée. Alors, ces 3 divas, donc ce seront. Comment elles seront représentées par. Elles représenteront. Chacune représentera un groupe de divas. Donc lundi à Raw, on avait les Sœurs Bella et Alicia Fox. On avait Paige, Becky Lynch et Charlotte. Et on avait Naomi Tamina qui s'était fait équipe avec Sasha Banks.
Donc chacune de ces équipes devait nommer une représentatrice pour faire un match à 3. Donc je vais y revenir plus tard parce que le match est arrivé plus tard dans la soirée. Le match qu'on a eu après, c'était les Primetime Players contre The New Day. Alors The New Day, du coup, ce coup-là, c'était Kofi Kingston et Biggie. C'était un bon match tag team, on a une belle performance de tout le monde, le match était bien géré, il n'y a pas eu beaucoup de temps mort, ça c'est un truc que je dois reconnaître maintenant à la section Divas, à la section Diva, pardon, à la section tag team, c'est que les matchs, ils ont une certaine constance et il n'y a pas vraiment de temps mort, c'est vraiment un truc qui va rapide et qui fait pour s'enchaîner sans qu'on ait le temps de se poser 2 secondes. Les 4 catcheurs, ils ont tous eu leur temps égal sur le ring, ils ont tous eu leur moment de lead, ils ont ramené leur créativité. C'était pas le match de l'année non plus, mais ça valait le coup. Donc victoire des Primetime Players après un gut check et puis le Clash of the Titus de Titus O'Neil. Ça me semblait un petit peu logique parce que je pense que les Primetime Players c'est un peu tôt pour qu'ils perdent leur titre. Et en ce qui leur concerne, je ne sais pas, peut-être un nouvel adversaire pour SummerSlam ou voilà, pourquoi pas. Donc pour l'instant, il faut qu'ils profitent. Ce serait bien qu'ils se mettent à se défendre un peu au micro et à évoluer dans le sens créativité, dans le sens développement de nouvelles prises et de. Enfin non, bah oui, dans le micro aussi, bien sûr. Donc c'est quelque chose qui manque à cette équipe-là. J'ai mis pareil, 3,5 sur 5 pour le match parce que c'était bien rodé. On a eu des matchs tag team beaucoup pires que ça cette année. Donc pour une fois qu'on avait un truc bien rodé et pas trop long, le match a duré 8 minutes et ça suffisait amplement. C'était pas plus, pas moins. Il n'y avait pas besoin de tant de temps que ça. Enfin, de tant de temps, en tout cas, enfin de plus. Donc 8 minutes, c'était très bien et je trouvais que c'était intelligent de le mettre comme ça. Et puis, bon, pas en pré-show ni en tout début de show. Là, c'est bien, on a eu Sheamus et Randy Orton juste avant, ce qui a permis de chauffer le public pour le reste de la soirée pratiquement. Et donc, c'était plutôt pas mal pour ce match, pour le titre par équipe. Après ça, on a eu un segment backstage entre Paige, Charlotte, Becky Lynch qui discutaient dans les vestiaires pour savoir quelle équipe, quelle catcheuse des trois irait dans le match. Et j'ai entendu Becky Lynch parler pour la première fois et elle a un accent mais vraiment horrible, c'est un truc de malade. Et j'ai regardé plus près et elle est irlandaise. Donc tout s'explique. Alors autant Sheamus quand il parle avec son accent irlandais ça peut être super cool, mais alors une nana avec la voix qu'elle a en plus, elle a une voix grave, Becky Lynch, c'était ça piquait les oreilles. Après ça on a eu Bray Wyatt contre Roman Reigns. Leur entrée était littéralement géniale, à l'un comme à l'autre. Ça valait vraiment le coup. Le match en lui était moins cool que les performances habituelles de Bray Wyatt par exemple. Le match était plus lent et je pense en partie, alors je m'avance un petit peu mais j'y vois un peu comme ça. Je pense que Roman Reigns ralentit un peu le match. Il n'est pas connu pour être très très rapide sur le ring. Et là, ça a joué en la défaveur de Bray Wyatt, c'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de temps mort, notamment une espèce un étranglement qui a duré presque 2 minutes sur le sol, et c'était d'un ennui mortel. Bon, après, c'était bien géré, on a fait le tour de toutes les prises des catcheurs. On a eu une fin un petit peu bizarre. Non, pas bizarre, c'est-à-dire que on arrivait sur la fin du match. Match qui a duré d'ailleurs 22 minutes, je trouve que c'est quand même beaucoup pour un premier affrontement entre les deux bonhommes. Bray Wyatt sort du ring, il va chercher des chaises, c'est à ce moment-là que Roman Reigns vient pour lui en foutre une. Roman Reigns récupère les chaises, il les envoie sur le ring, Bray Wyatt est sur le ring aussi, et là il y a un inconnu mystère qui se pointe, et on reconnaît Luke Harper. Luke Harper qui interfère donc dans le dos de l'arbitre, donc l'arbitre n'a rien vu, et puis juste après ça, Bray Wyatt sort son Sister Abigail sur Roman Reigns, 1-2-3, et victoire de Bray Wyatt. Alors bien sûr, dans la logique des choses, ça serait que ce match se refasse à SummerSlam. Alors, est-ce que ce sera un par équipe avec Dean Ambrose pour Roman Reigns? Je vais y revenir plus tard. Mais en ce qui concerne ce match, j'ai mis que 3 sur 5 parce que c'était plus lent que d'habitude. Roman Reigns a vraiment du travail à faire par rapport à Bray Wyatt. Et c'est quelque chose que je trouvais dommage. J'avais vraiment hâte de voir ce que ça pourrait donner et je m'attendais à mieux, donc j'ai mis que 3. Bon, 3 c'est plus que la moyenne, hein, on dira ce qu'on voudra, mais voilà. Mais ayant vu les matchs que Bray Wyatt a pu nous offrir face à Dean Ambrose et autres, j'ai trouvé ça un peu dommage. Donc voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à raconter sur ce match-là. On a eu Bray Wyatt qui, oui, il a dominé tout le match. Ça montre encore le travail que Roman Reigns doit faire.
Parce que Roman Reigns, c'est pareil, il a un arsenal de prises qui est assez court. C'est un peu comme John Cena en fait. John Cena a le réflexe de faire son comeback avec ses deux coups de bélier, son five knuckle shuffle et puis ce qui va avec. Et bah Roman Reigns, c'est à peu près ça. C'est deux trois coups de la corde à linge, des coups de poing, son Superman punch, son spear et puis un Samoan drop par-ci par-là et c'est tout. C'est un peu la chose qu'on peut reprocher à Roman Reigns et donc il faudrait qu'il se développe par rapport à ça. Après ça, on a eu une interview de Jojo Again qui interviewait Sasha Banks, Naomi et Tamina pour le match qu'elles vont avoir pendant la soirée. Et ça enchaînait bien sûr avec ce match des divas. Alors, les 9 divas sont arrivées sur le ring. On pensait que Nikki Bella allait donc concourir dans ce match-là. Et du coup, c'est Brie qui a finalement pris sa place. Sasha Banks représentait Naomi et Tamina. Et c'est Charlotte qui a représenté Paige et Becky Lynch. Alors, Brie a laissé la place à Charlotte et à Sasha Banks pendant une bonne partie du match, surtout au début. Ce qui leur a permis de nous montrer ce qu'elles étaient capables de faire. Alors, bien sûr, si vous suivez une NXT, vous savez déjà ce qu'elles sont capables de faire. Mais c'est pas le cas de tous ceux qui étaient devant leur téloche dimanche soir ou ceux qui étaient dans le public. Donc, du coup, c'était une bonne chose. C'est sympa de la part de Brie Bella. Brie Bella d'ailleurs, en parlant d'elle, elle nous a sorti des kicks à la Daniel Bryan. C'est ces deux adversaires qui étaient à genoux sur le sol l'une en face de l'autre. Elle se mettait à leur envoyer des coups de pied à la Daniel Bryan. Alors c'est rigolo pour faire chauffer les fans, mais après c'est un petit peu dommage de se cacher entre guillemets derrière le talent de son mari et de remettre ça en avant dans un match qui n'a absolument rien à voir avec Daniel Bryan. Mais ce n'est que mon opinion personnelle. Un match sans temps mort. On a eu droit à tous les types de prises, de la troisième corde, des sauts, des prises, des retournements, des souplexes, et tout ce que vous voulez. Les autres divas ont du souci à se faire. Je pense donc à Naomi, à Emma et toutes celles qui sont là depuis un peu plus longtemps. Parce que les trois qui viennent d'arriver vont foutre un sacré bordel dedans. Charlotte qui fait son figure 8. Donc Charlotte, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la fille de Ric Flair. Elle sort son figure 4 à sa manière, qu'elle appelle le figure 8, prise de soumission sur Brie Bella qui abandonne et victoire. Le match a duré 11 minutes et c'est assez rare de voir un match de diva qui dure 11 minutes, surtout quand ce match de diva compte 3 divas, dont 2 qui n'ont absolument eu aucun match dans le roster principal de la WWE. On leur a laissé du temps pour faire leurs preuves et ça, je le redis, c'était une bonne chose. Le match était plutôt cool. On peut pas vraiment juger un match comme ça, à part la performance de Brie Bella parce qu'on la connaît bien, mais on peut pas vraiment juger la performance de Sasha Banks et de Charlotte, sachant que en ce qui me concerne, je les connais pas très très bien. J'ai mis 3,5 sur 5 parce que c'était propre, il n'y a pas eu de botch. Elles avaient travaillé leur truc, ça s'enchaînait à droite à gauche. Sasha Banks a même pu mettre en avant son personnage de tricheuse, donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Et c'est tout ce que j'ai à dire à peu près sur ce match-là. Faut que j'arrête de piquer la phrase de Forrest Gump à chaque fois que je termine mon analyse d'un match de pay-per-view. Kevin Owens contre John Cena pour le titre des États-Unis. Grosse entrée de Kevin Owens et celle de Cena, comme d'habitude, moitié huée, moitié soutenue. Ça chantait de partout pendant le match. J'ai pas pris beaucoup de notes sur ce match-là. Je voulais vraiment me concentrer dessus pour avoir une analyse un peu plus globale à la fin du truc. Alors, le problème de ce match-là, c'est quelque chose à laquelle je m'attendais en mettant le show. C'est que j'avais peur qu'on ait une copie des matchs précédents entre John Cena et Kevin Owens, et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils nous ont ressorti les mêmes prises. C'est Kevin Owens qui a leadé la majeure partie du match, sauf à la fin où c'était John Cena qui était vraiment mis en avant. Mais pas que pour son retour. Vraiment, il a essayé il a galéré pour faire le tombé final sur Kevin Owens. Parce que c'est John Cena qui a gagné. Il a envoyé 2 Attitude Adjustment, des STF, même un Avalanche Attitude Adjustment, c'est-à-dire où il est debout sur la deuxième corde et il fait sa prise sur Kevin Owens, et là même ça n'a pas suivi. Donc voilà, on a eu du vol de finisher. Bon, ça on l'avait déjà eu parce que Kevin Owens a même sorti un STF et un Attitude Adjustment, c'était rigolo.
John Cena nous a ressorti son espèce je sais pas comment il appelle ça, un truc où il grimpe sur les épaules de son adversaire, il part en avant, il fait une espèce de salto pour faire un tombé. John Cena est obligé de développer ses prises maintenant, surtout face à un adversaire comme Kevin Owens qui en sort 3 ou 4 nouvelles à chaque match. Donc c'est quelque chose qui est assez rigolo, surtout que John Cena il a un peu le même set move depuis des années, et là ça fait du bien de voir des nouvelles prises qui marchent plus ou moins bien. Je pense notamment à une espèce de ciseau de tête qu'il essayait de faire pour contrer le powerbomb de Kevin Owens qui était assez dégueulasse. À côté de ça, il nous a fait un tornado de DDT qui était d'une propreté parfaite. Donc voilà. Kevin Owens qui abandonne de manière. Alors j'ai trouvé ça assez chelou. Je me suis dit que ça allait être élément pour la suite des événements pour Kevin Owens qui conteste qu'il n'ait pas abandonné. En fait, si, parce qu'il n'y a rien eu. Je l'ai vu abandonner. Il a à peine tapé de la main, donc je me suis dit ça va être une connerie du style non, j'ai pas abandonné, c'était machin. Enfin bref, j'essayais d'imaginer un truc et en fait non, c'était pas ça. Kevin Owens a vraiment abandonné ce soir-là. C'était peut-être le match le moins intéressant des 3 confrontations entre John Cena et Kevin Owens. Alors ça a une raison aussi. Le premier match qu'on a eu, c'était une découverte et on a tous été sur le cul. Le match d'après, on s'attendait à encore mieux et c'était plus ou moins le cas. Ça a été entaché par 2-3 botches. Et au bout de la 3e fois, on connaît un peu plus les catcheurs, on sait ce qu'ils savent faire. Enfin, je parle bien sûr de Kevin Owens dans le cas présent, mais aussi ce qu'ils savent faire entre eux, de comment se déroule un match. On n'a pas eu beaucoup de surprises. Là, au bout d'un moment, on peut se faire surprendre une fois, 2 fois, mais à partir de la 3e fois, ça n'a plus le même effet. Et donc, c'est ça aussi qui a joué dans ce match-là. Bon, j'ai quand même mis 4 sur 5 parce que, bien sûr, le match était cool. Il y a eu un nombre de tentatives de tomber qui était invraisemblable. Et du coup, c'est le petit plus de créativité qu'on avait par rapport au dernier match. Et donc le show était pratiquement terminé, il restait plus qu'un match, et là, le Miz qui arrive. What? Maintenant? On ne fait pas venir le Miz avant le main event, ce n'est pas possible. Faut pas faire ça. Et donc du coup, il est arrivé, habillé bien sûr de la manière dont il sait s'habiller le mieux, c'est-à-dire n'importe comment, et il a parlé de Ryback en disant que Ryback avait peur de lui et qu'il n'était pas vraiment blessé. Il a dit que Big Show devait prendre sa retraite. Big Show, ça l'a gonflé. Il est arrivé, il est monté sur le ring, il a mis le Miz KO et il s'est tiré et terminé. C'est tout. Quoi? On ne peut... Non, mais pas maintenant. On peut pas faire ce genre de choses-là avant le main event. Enfin, un segment aussi inutile, vide de sens mais ça en a rien, ça a servi à rien quoi. Juste de mise à gueuler, Big Show lui a mis une droite et c'est tout. Et on met ça, on met ça à 11h30 du soir aux États-Unis. Et heureusement, franchement, moi je suis content en finale de ne pas avoir vu le show en direct parce que 4h30 du matin, je vois le Miz qui débarque avec ce vieux segment inutile, je pète un câble. Et là, juste pourquoi? Pas maintenant. Ça, on le met à la limite après le premier ou deuxième match, on le met même en kick-off. Mais tu mets pas ça. Tu mets pas ça juste avant Seth Rollins contre Brock Lesnar. Enfin, c'est juste pas possible. Faut réfléchir 2 minutes. Donc voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus parce que ça va m'énerver. Je vais terminer avec le main event. Seth Rollins contre Brock Lesnar pour le titre WWE poids lourd. Seth Rollins se fait littéralement défoncer pendant tout le match. Il essaye de s'enfuir, c'est Brock Lesnar qui le ramène et là la partie Suplex City commence avec des German Suplex, des belly to belly Suplex, enfin tout un tas de merdier. Et là F5 de Brock Lesnar qui sort son tombé et là boum la cloche. La lumière s'éteint et la lumière se rallume et du coup c'est l'Undertaker qui redébarque. Alors quand je vous ai dit que je me suis barricadé contre tout spoiler éventuel pour ce match-là, c'est la seule chose que j'ai malencontreusement vu. S'il y bien une chose qu'il fallait pas que je vois avant de regarder le pay-per-view, c'était ça. Et en fait, je suis allé voir sur Facebook mes messages et vu que j'ai liké la page de la WWE, et je suis tombé sur les news et j'ai vu l'Undertaker à Battleground et je me suis dit merde. C'était du coup je savais que ça allait se produire et du coup ça m'a niqué la surprise. Alors j'étais un petit peu dégoûté, mais
Donc je peux pas, je pourrais pas vous retranscrire une, euh, une, euh, une émotion qui aurait été certaine si si je m'étais pas fait spoiler là-dessus. Mais bref, euh, donc il est revenu pour Brock Lesnar. Il lui a envoyé Chokeslam, deux Tombstone Piledriver dans la tronche. Et merci, au revoir. Alors du coup, le match de Seth Rollins et de Brock Lesnar, j'ai pas mis une note parce qu'il est pratiquement passé à la trappe. Il y a eu un no contest ou une disqualification, ça dépend comment vous voyez la chose. Le match a dû durer 9 minutes, mais c'est pareil, ça change rien. On peut pas, on ne peut pas, je ne peux pas donner note à ce match-là. Et je vais rebondir sur ce qui s'est passé à la suite. Donc l'Undertaker est arrivé pour mettre KO Brock Lesnar, et à partir du moment où l'Undertaker était là, il n'y a plus de commentaires jusqu'à la fin du show. C'est-à-dire que l'Undertaker est arrivé, il a fait son bordel. Paul Heyman était tout estomaqué, et puis bon, l'Undertaker s'est tiré et le show s'est arrêté net là. Donc voilà, alors en ce qui concerne ce pay-per-view de manière globale, c'était pas tant mal, comme on dirait par chez moi. Mais je pense que y a 2-3 trucs qui auraient mérité d'être un peu mieux développés et ça manquait peut-être au moins un match. C'est ce que je pense personnellement. Après ça, ce que je peux rajouter, les matchs étaient tous cool, mais ils étaient tous moyens. Il n'y en a pas vraiment un qui est sorti du lot. Euh, on ne peut pas bien sûr nier le retour de l'Undertaker. Alors, moi, c'est vrai que je suis vraiment dégoûté maintenant que j'en parle de m'être fait spoiler là-dessus. Et donc, je suis un peu dépité. Mais bon, tant pis, l'essentiel c'est que l'Undertaker soit revenu. Et en ce qui concerne l'avis global de tous les gens, quand on leur a demandé s'ils avaient apprécié le show, on a 11 000 likes et 2700, l'inverse du like quoi. Donc c'est plutôt pas mal et je suis assez d'accord avec eux. C'était pas le meilleur show de l'année, mais c'était plutôt bien géré. Mais comme je l'ai dit, ça manquait peut-être un match. Manquait peut-être de travail pour certains des matchs qui nous ont été proposés pendant la soirée. Je pense à Roman Reigns contre Bray Wyatt et Kevin Owens contre John Cena, mais voilà. Et puis, ouais, c'est vrai que le match de titre intercontinental il a un peu manqué. Après, c'est vrai que ça a pu permettre aux divas de se montrer sur, je pense à Sasha Banks, à Charlotte et à Brie Bella, de se montrer en pay-per-view. Donc c'était en soi une bonne chose. C'était un mal pour un bien. Donc j'en ai terminé avec Battleground. Moi j'ai apprécié le show, j'espère que ça a été le cas pour vous. Je vais parler, donc du coup, je vais faire une vidéo de 2 en 1. Je vais vous parler de Raw et de ce que j'ai retenu. Alors je n'ai pas du tout pris de notes, je vais remonter sur le site de la WWE et sur ce qui s'est passé et les points importants. Alors l'Undertaker, on va commencer par ça. J'ai terminé la review de Battleground avec l'Undertaker, je vais commencer celle de Raw avec lui. Alors il a expliqué ses motivations quant à son attaque de Brock Lesnar et je m'en doutais un petit peu, je vois pas pourquoi ça pouvait être autre chose. Il a reparlé de la fameuse victoire de Brock Lesnar contre lui à WrestleMania 30. Alors, il a pas dit qu'il voulait un rematch ou quoi, il a juste dit qu'il en avait marre que Brock Lesnar et Paul Heyman ouvrent leur gueule quant à leur victoire en disant chaque semaine qu'ils ont gagné, qu'ils ont gagné, qu'ils ont gagné. Alors je trouve que c'est un peu faible de la part de l'Undertaker comme argument pour être de retour. Mais après, juste le fait qu'il soit de retour, ça suffit pour me combler. Donc en soi, c'est pas spécialement grave. Paul Heyman, par la suite de la soirée, est arrivé pour insister sur le fait que l'Undertaker avait perdu face à Brock Lesnar. L'Undertaker est arrivé pour menacer Paul Heyman. Et Brock Lesnar est arrivé et ils ont commencé à se mettre sur la gueule. Obligé de ramener la sécurité, ça suffisait pas, obligé de ramener tout le roster pour séparer les deux hommes. Ça a duré pendant un temps fou. Ça est même parti jusqu'en backstage. Ils étaient tous là pour empêcher Brock Lesnar et l'Undertaker de se mettre sur la gueule. Et donc le match a été annoncé pour SummerSlam. Alors je pense qu'une stipulation sera ajoutée. Parce que remettre juste l'Undertaker contre Brock Lesnar, c'était... ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Après en soi ça a permis à Seth Rollins de garder le titre WWE poids lourd, parce que c'est vrai que face à Brock Lesnar je le voyais mal partir avec le titre. Donc voilà, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Le Big Show et le Miz qui se seront affrontés, ouais c'est tout, hein, on va attendre le retour de Ryback et puis basta.
Roman Reigns qui a affronté Luke Harper. Donc la Wyatt Family est de retour. Donc on a Bray Wyatt avec Luke Harper pour de bon. Eric Rowan est toujours blessé, donc ce sera pas pour tout de suite. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Du coup, je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. On peut peut-être penser que Luke Harper et Bray Wyatt seront à SummerSlam pour affronter, je vais y arriver, Dean Ambrose et Roman Reigns, parce que Dean Ambrose était là pour aider Roman Reigns hier soir. Donc voilà, mais encore chose à voir pour la suite. John Cena qui s'est foutu de la gueule de Seth Rollins, bon ça c'est pas grand intérêt. Summer Rae qui se fout de la gueule de Lana qui était là pour nous donner des nouvelles quant à la blessure de Dolph Ziggler. On n'en sait pas plus que ça sert pas, ça ne nous a pas apporté grand chose. Lana qui plus tard dans la soirée est arrivée pour mettre une claque monumentale et casser la gueule à Summer Rae, c'était tout à fait agréable. Becky Lynch a fait ses débuts à Raw hier soir, avant-hier soir, et elle a perdu, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et donc le main event qu'on a eu, c'était John Cena contre Randy Orton. John Cena et Randy Orton et Cesaro contre Kevin Owens, Sheamus et Rusev. Et ces trois derniers se sont engueulés sur le ring pour des conneries. Je crois que c'était Kevin Owens qui a fini contre Sheamus et ils se sont engueulés et Sheamus s'est tiré. Kevin Owens a engueulé Rusev pour pas lui avoir permis de faire le tag et du coup c'est Rusev qui a fini tout seul sur le ring face à John Cena, Randy Orton et Cesaro et le match s'est terminé là-dessus. Donc on n'en sait pas plus pour les prochains matchs de SummerSlam et les prochaines rivalités. Donc j'ai pas grand chose à rajouter dessus. La seule chose qu'on sait c'est d'ailleurs ce qui sera certainement le main event, l'Undertaker qui affrontera Brock Lesnar à SummerSlam. Et SummerSlam, pour ceux que ça intéresse déjà, ça aura lieu le 23 août. Alors ça aura lieu, laissez-moi 2 petites secondes le temps de regarder vite fait. Le 23 août, bien sûr. Alors du coup pour une fois ce sera pas à Los Angeles, ce sera à New York. Le samedi 23 août sur le network bien sûr et partout où vous pouvez le trouver. Alors en ce qui me concerne pour SummerSlam, je le regarderai et je sais pas par contre si je pourrais faire de review comme ça parce que je serai en vacances, donc je regarderai les choses, je vous donnerai peut-être mes pensées plus tard, mais je ne ferai certainement pas de vidéo. Il y aura peut-être une vidéo de prédiction mais pas une vidéo de résultat. Je vous tiendrai bien sûr au courant pour le reste des événements. Voilà, j'ai terminé avec ma review de Battleground et de Raw. Je vais vous laisser avec ma chanson du moment. C'est un groupe qui s'appelle Dope. Le morceau s'appelle Motivation. J'ai terminé, je vous laisse avec ça. Et je vous souhaite tout ce qu'on peut vous souhaiter. Profitez bien de l'été. Je vous donne rendez-vous pour les prédictions de SummerSlam. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao. Et bisous, bisous. Et faites attention à vous. Et puis attention, il y a du soleil. Et bronzez bien. Tout ça. Salut, ciao.